Bonsoir à toutes et à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, je crois que c'est bon. Voilà, bonsoir. Bonsoir et bienvenue du coup à cette rencontre intitulée Le facteur animal entre terre et ciel, qui a lieu dans le cadre du programme L'écriture des lieux, ici à la Fondation Jan Michalski. Je m'appelle Dariusz Gavami. Je vais accompagner nos deux invités dans cette soirée. Je rappelle donc du coup que cette soirée sera faite en anglais et en français. Vous avez eu des boîtiers à l'entrée pour la traduction. Le canal 1, c'est pour entendre le français. Le canal 2, c'est pour entendre l'anglais. Je remercie d'ailleurs par avance nos interprètes pour faciliter ces échanges-là. Maya Rose Craig, bonsoir. Voilà, bienvenue. Violaine Béraud, bonsoir. Je suis très heureux de vous accueillir. Suite à notre discussion, on aura la possibilité de pouvoir échanger avec vous. Vous pourrez poser pendant une dizaine de minutes vos questions, et puis ensuite il y aura une verrée et la possibilité à nos autrices de dédicacer leur livre si vous le souhaitez. Voilà, au cœur du travail de nos deux invités, je crois, réside la question de l'altérité. L'altérité, qu'elle soit humaine, qu'elle soit animale, mais qu'elle soit aussi naturelle. Et j'aimerais qu'on navigue autour de cette altérité ce soir, si vous le voulez bien. Je vais passer par les présentations, probablement vous les connaissez, mais je pense qu'on est obligé de passer par là. Je vais commencer par vous, Violaine. Vous êtes une autrice qui a publié plus d'une douzaine d'ouvrages, dernièrement Du côté des vivants, paru en 2025 chez Buchet-Chastel. L'écriture a toujours fait partie de votre vie, on pourrait dire, mais vous avez un parcours assez atypique. Vous êtes issu d'une formation de philosophie et puis ensuite de sciences en informatique, domaine dans lequel vous avez travaillé pendant plusieurs années, tout en continuant à publier des livres. Et puis vous avez tout arrêté pour faire ce que bon nombre de nos contemporains rêveraient de faire ou prétendent rêver de faire, c'est-à-dire faire un revirement radical et aller élever des chèvres en montagne. Vous êtes parti sur vos terres natales, dans les Pyrénées, pour devenir éleveuse de chèvres. Et puis là, il vous était, malgré ce qu'on peut croire, impossible d'écrire. On ne se retire pas en montagne pour écrire lorsqu'on vit avec des animaux. On est dévoué aux animaux et à la montagne. Vous n'avez pas écrit pendant 12 ans, à part un texte, dont on fera référence un peu plus tard. Je laisse le suspense. Votre écriture, je trouve, dans les thématiques qu'on retrouve beaucoup dans vos ouvrages, il y a la question de la maternité, de l'enfant, des interactions humaines, de la mort. Vous écrivez principalement des romans. Et je trouve que votre écriture, elle est précise. Les mots sont mûrement choisis. Les phrases sont cultivées avec labeur, arrosées, taillées, nourries, pour qu'elles s'enracinent suffisamment et transparaissent, je trouve, tous les non-dits, tous les gestes, tout ce qui ne se perçoit pas par le langage, à travers les personnages, leurs situations et les milieux dans lesquels elles évoluent. J'avais une première question, c'était de vous demander comment vous-même vous définirez votre travail d'écriture. Qu'est-ce qui vous anime, sachant qu'il y a de la joie beaucoup dans votre travail, il y a de l'intimité, mais que vous avez écrit dans un de vos livres pastoraux que vous écrivez comme vous élevez vos bêtes, c'est-à-dire avec labeur. C'est laborieux pour moi, l'écriture, comme elle était l'élevage. C'est carrément un choix de vie. Je ne peux rien faire d'autre à côté. Et c'est pour ça, à ma grande surprise, quand j'ai abandonné mon métier d'informaticienne, qui n'était pas une passion, et qui, lui, me permettait d'écrire à côté, quand je l'ai abandonné pour aller m'installer avec des bêtes dans la montagne, j'ai été étonnée de voir qu'il n'y avait plus la place pour écrire. Élever et écrire, c'est deux choses qui ont toujours mangé ma vie et qui ne laissent la place à rien d'autre à côté. Maya Rose, bonsoir. Il faut que j'attende les interprètes, je ne vais pas aller trop vite. You're good. Vous êtes une autrice britanno-bangladaise. Vous êtes un peu, je crois, la Greta Thunberg de l'Angleterre. J'espère que cette qualificative vous va. Mais avant d'écrivaine, je crois que vous êtes avant tout une ornithologue passionnée, peut-être des plus passionnées. Une pratique que vous avez faite depuis toute petite, avec vos parents, également passionnés, votre père et votre mère aussi, pour qui ces expéditions en nature étaient une manière de soulager un peu ses maux, notamment sa bipolarité. Elle souffrait de maladie, elle souffre de maladie mentale. Et vous avez très jeune
raconté toutes vos expéditions, toutes vos histoires dans un blog qui s'appelle Bird Girl, la fille oiseau, qui s'est transformé en la publication d'un ouvrage du même nom, en 2021 puis en 2024, traduit chez Actes Sud. Un ouvrage que vous donnez comme sous-titre « Cahier militant », parce que vous êtes particulièrement engagé pour la question de la justice sociale et environnementale. Vous faites croiser ces mondes-là. Vous fondez à 14 ans une fondation qui s'appelle Black to Nature, qui essaie de donner l'accès ou faciliter l'accès à la nature aux personnes issues de groupes minoritaires, ou issues de groupes ethniques minoritaires, ou considérés comme des minorités. Et puis, vous recevez en 2020 un doctorat honoraire à l'université de Bristol, et vous venez, je crois l'année dernière, de terminer votre formation en sciences politiques à l'université de Cambridge. Et pour moi, votre écriture, elle est très générationnelle, dans le sens où vous écrivez de la même manière qu'on peut lire un blog, visualiser un vlog, aller sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que vous n'avez pas vraiment de filtre entre vous et votre public. Vous partagez beaucoup, avec beaucoup de générosité. Votre ouvrage mélange journal intime, cahier de terrain aussi, vulgarisation scientifique. Et avec vous, on apprend beaucoup. On apprend évidemment sur l'état du monde, on apprend sur les oiseaux, on apprend sur la maladie mentale, et vous le faites de manière très généreuse. Et encore une fois, je voulais, même question que pour Vélène, vous demander comment est-ce que vous-même vous qualifiez votre processus d'écriture, qu'est-ce qui vous anime, et puis est-ce que vous écrivez de la même manière que vous observez des oiseaux? Bonjour, everyone. Oui, bonjour à tous. Désolée, je ne parle pas français. C'était très intéressant d'écrire une autobiographie parce que j'étais très jeune. J'avais 17 ans quand j'ai commencé à l'écrire. Et on peut se demander sur quoi j'aurais pu écrire, mais j'ai écrit ce livre parce que j'adorais profondément les oiseaux et je souhaitais le faire partager aux autres. Et lorsque des lecteurs me disent « j'ai commencé à observer les oiseaux grâce à vous », cela me fait énormément plaisir. Et c'était un petit peu difficile de me remémorer tout ce qui s'était passé dans ma vie. Et en réalité, chaque moment était rattaché à un souvenir d'oiseau. Et je savais très bien qu'à un certain âge, j'avais vu tel oiseau et que c'était associé à tel événement. Et donc, j'ai compris qu'il y avait ce fil rouge qui traversait toute ma vie. Et c'était vraiment formidable de pouvoir le faire partager aux autres. Et cela m'a fait un peu peur d'écrire ce livre qui était censé parler uniquement des oiseaux. Et en réalité, il est devenu très personnel. Et il contenait pas mal de choses que je n'avais jamais évoquées avec mes amis et encore moins avec des inconnus. Mais ma vie était profondément liée aux oiseaux. Elle était intimement liée aux oiseaux et donc je ne pouvais pas dissocier les deux. Et je crois que c'est ce dont on va parler aujourd'hui, c'est-à-dire que l'être humain et la nature ne forment qu'un. Un peu aussi plus personnelle, vous avez été très jeune investi dans des affaires humaines, dans des affaires d'adultes, et j'aurais voulu savoir comment vous avez vécu tout ça en tant que jeune femme, jeune fille, dans votre parcours. Alors, je crois que c'était très étrange, mais important. J'avais à peine 12 ans quand j'ai commencé à mener des campagnes environnementales. Et bon, je crois que les jeunes ont un sentiment moral plus fort que les adultes. Peut-être que les adultes comprennent mieux la complexité du monde, mais les enfants sont en colère, ils sont inquiets. Et donc, pour moi, c'était évident que je devais m'impliquer dans ces affaires, entre guillemets, d'adultes. Et c'était très libérateur parce que j'ai pu écrire et communiquer ces émotions. Et je n'étais pas là à attendre que ce soit la fin du monde. Et puis, en fin de compte, il y a eu un retour
de bâton, il y a des gens qui étaient assez agressifs vis-à-vis de moi, mais cela m'a rendue plus forte. Et je crois qu'il y a des traits de caractère importants pour être militant, c'est de faire beaucoup de bruit, de parler très fort et d'autre part d'être persévérant, de ne pas baisser les bras, de ne pas abandonner. Et en fait, quand les gens attendent de vous d'arrêter, c'est peut-être que vous êtes sur la bonne voie. Une question qui m'a taraudé en vous lisant, c'est la question de la temporalité. Les enjeux environnementaux, les enjeux climatiques, de l'érosion de la biodiversité appellent une forme d'urgence. Et pourtant, vous décidez d'observer des oiseaux qui demandent une patience et un temps fou, et d'écrire un livre qui demande aussi une temporalité plus longue de l'écrire et aussi de le recevoir en tant que public. J'aurais voulu vous entendre sur voilà, cette complémentarité ou pas de ces des différentes temporalités. I think that maintaining Je crois que le fait de garder espoir, de garder la joie, de garder de l'énergie est très important. Quand on s'engage dans de grandes entreprises, je ne sais pas si vous me comprenez, et le fait de prendre du temps pour soi, de se reposer est important. Il y a des jeunes militants qui pensent qu'ils doivent sauver le monde tout de suite et tout seuls aussi, que c'est vraiment leur responsabilité. Et maintenant, ils ont disparu, en quelque sorte, parce qu'ils ont épuisé toute leur énergie et ils n'ont plus rien en réserve. Donc, moi, je pense qu'il faut également s'occuper de soi et prendre du temps pour soi. Et pour moi, c'est observer les oiseaux. Et concernant la crise de l'environnement, je crois que on a beaucoup de connaissances scientifiques, on a beaucoup d'informations. Et donc, ce qui est important maintenant, c'est de communiquer, de dialoguer, de rallier les gens à notre cause, de faire en sorte qu'ils se préoccupent de ces questions, alors par des manifestations, par des actions militantes, mais aussi avec des échanges, des conversations, des dialogues, et aussi par l'écriture ou par les films. Et donc, mon livre parle surtout des oiseaux, mais je pense que l'idée, ça serait de sensibiliser les gens à la nature, de leur faire aimer la nature et donc de s'en préoccuper. Et je pense que à la fois, le fait d'observer des oiseaux et d'écrire sont très importants. Violaine, donc notre discussion de ce soir porte sur la question de l'altérité. L'altérité, c'est l'autre, c'est les autres. Et dans votre travail, vous utilisez beaucoup de la polyphonie. Vous écrivez vos histoires, ou en tout cas, vous les racontez par plusieurs voix, qui nous permettent de cheminer dans votre histoire, dans votre récit. Et pourquoi est-ce que cette multiplicité de points de vue et de points de vie est importante pour vous? Parce que nous sommes tous différents et que si on veut raconter une histoire, je pourrais la raconter avec une seule voix qui serait un narrateur qui voit tout d'en haut et qui décrit ce qu'il pense être la vérité. Et je trouve, en tout cas dans certains de mes livres, j'ai fait comme ça, je trouve que c'est intéressant de donner la parole à des personnes, à des individus différents qui racontent normalement à peu près la même chose, mais en fait non, c'est pas la même chose. On voit tous un fait divers, le monde de façon différente. On a tous le droit à notre individualité et il y a pas une personne qui détient mieux la vérité qu'une autre. C'est très subjectif, notre façon de voir les gens, notre façon de voir le monde. Donc j'aime bien cette écriture à plusieurs voix et qui permet aussi au lecteur de se sentir plus proche de telle ou telle voix, et puis d'être ébranlé dans ses convictions. Un lecteur dans un roman classique, il va suivre la ligne qu'on lui donne de narration et là, il va se faire emporter par la première voix et puis après, il y a une deuxième voix qui ne va pas dire exactement la même chose. Et moi, j'adore déstabiliser le lecteur. Ça le fait réfléchir. J'ai pas pu m'empêcher de
voir dans la polyphonie aussi la diversité en fait, de points de vue et de points de vie que vous eh bien, illustrez aussi dans votre ouvrage, avec la rencontre de tous ces différents oiseaux qui racontent chacun voilà, une partie du monde et une partie de vos rencontres. Et je crois que la diversité aussi, là, vous avez beaucoup appris la diversité des oiseaux aussi. Yeah, absolutely. I think it's Oui, one of the most tout à fait. Je crois que c'est ce qu'il y a de plus beau dans la nature, c'est sa richesse. I think it's the same with birds. Et c'est la même chose avec les oiseaux. My favorite thing about writing books. Ce que j'ai adoré en écrivant ce livre, c'était de revenir sur ces milliers d'oiseaux incroyables que j'ai eu la chance d'observer. Et je crois que ceux qui sont peut-être plus éloignés de la nature ne se rendent même pas compte de toute la biodiversité que nous avons. En Angleterre, les gens pensent que bon, c'est très vert, la nature est omniprésente, mais c'est un des pires pays au monde en matière de biodiversité. Donc, je pense que c'est très important de rappeler aux gens ce que nous avons perdu et ce que nous risquons encore de perdre. Mais je crois que il y a une telle diversité d'approches dans notre interaction avec la nature que le fait, et ça vient du fait que le fait d'interagir avec la nature, c'est un processus très humain et chacun a sa propre relation avec la nature. Et je crois qu'il faut revenir à cela pour préserver ce que nous avons. Et d'autre part, pour chacun, en tant que personne, c'est très important de pouvoir explorer la nature pour notre santé physique, pour notre santé mentale. Et il y a des preuves scientifiques de cela, et aussi parce que la nature est magique, elle est belle, et c'est dommage que tout le monde ne puisse pas l'apprécier. La question de l'altérité m'évoque aussi l'altérité qui réside au fond de nous. Et Violaine, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'oralité dans vos textes. Moi, je n'ai pas pu m'empêcher de les lire à voix haute. Ils m'ont vraiment invité à me rencontrer avec ma propre voix, avec ma propre intimité. Et je voulais savoir, encore pour des questions de forme, là, si c'était volontaire, est-ce que vous cherchez à susciter ça? Est-ce que vous relisez vos textes à voix haute? Cette place de la voix dans... Oui, moi je travaille tous les textes à voix haute, j'écris à l'oreille, je veux que ça sonne, c'est comme une partition musicale. Et quand j'écris un texte à plusieurs voix, plusieurs personnes qui parlent, il faut que vous sentiez, vous deviniez le caractère de la personne, sa façon de parler. Moi, je suis un auteur qui ne fait jamais de description, par exemple, dans mes livres. Il n'y a pas de description ni des personnages, ni des paysages. Il y a juste leur façon de parler. On a tous des façons de parler différentes. On a tous des rythmes de langue différents. On a des erreurs dans notre façon de parler. On a des tics de langage. Et c'est vraiment tout ça que je travaille. Et si je veux le ramener à l'animal, c'est pareil. On dit souvent ce qui différencie l'animal et l'homme, c'est le langage. C'est une connerie monstrueuse de dire ça. L'animal, il a le langage aussi. Et il y a vraiment, alors les oiseaux, n'en parlons pas, mais il y a vraiment, chez tous les animaux, moi, mes chèvres, à l'oreille, je savais laquelle bêlait. Je les reconnaissais. Et puis à l'intonation, je savais ce qu'elles voulaient me dire. Et j'aurais presque pu écrire des dialogues entre elles. La communication au niveau sonore, c'est très, très important. Si vous avez, je prends un exemple au niveau des bêtes, moi je connais mieux les animaux domestiques que les animaux sauvages, mais si vous avez un troupeau de brebis avec des petits agneaux, et si vous séparez dans la journée, ce qu'on fait souvent, on sépare les agneaux des mères dans la journée pour que les mères aillent brouter dehors, et les agneaux restent dedans à dormir, s'amuser, et quand à la fin de la journée vous ramenez les mères, si vous avez 200 brebis et 200 ou 300 agneaux à l'intérieur, toutes les mères en arrivant vont bêler, vont appeler leurs petits, toutes, et chaque agneau à l'oreille va reconnaître sa mère, alors que pour vous c'est un concert de voix assourdissant.
Et après, on me dit que le langage n'existe pas chez l'animal. Enfin, c'est... I also just wanted to say it wasn't until the 1960s J'aimerais dire que ce n'est que dans les années 60, les scientifiques ont décidé que les animaux étaient doués d'émotions, ce qui est incroyable parce que n'importe qui a un chat ou un chien savent qu'il peut avoir peur ou être content ou être triste. Et c'est assez récent qu'on s'en soit rendu compte, en tout cas officiellement. Et cela m'interpelle. Je me demande quelle est toute la richesse de la vie animale que nous ne reconnaissons pas ou que nous sous-estimons. Et il y a énormément de choses qui, selon nous, nous distinguent du monde animal, comme la langue, le langage, mais par exemple le fait d'aimer la musique, de danser, d'avoir des amis, d'avoir des relations avec les membres de sa famille. Je pense que la nature est moins autre qu'on aimerait le penser. Oui, je suis absolument d'accord avec ça. Et dans les choses qu'on entend et qui me paraissent une erreur terrible, par exemple, on dit souvent que ce qui distingue l'homme de l'animal, c'est le rapport à la mort, que l'homme aurait conscience de la mort et pas l'animal. Mais c'est totalement faux. Si vous avez un chien qui est vieux, le jour où il va sentir que sa mort approche, il va aller se cacher à un endroit où il n'a jamais été. Il a tout à fait conscience qu'il va mourir. Moi, j'ai vu des bêtes avoir totalement conscience avant moi que leur mort approchait. Pour continuer sur la question de la mort, donc votre dernier ouvrage du côté des vivants, vous racontez ce rapport à la mort, la question de la fin de vie. Pour revenir à la question animale, j'aurais voulu, si vous voulez bien, vous demander si vous avez ou si on accompagne un animal de la même manière qu'on accompagne un humain, et si ça avait été le cas pour vos chèvres que vous aviez élevées. Oui, quand on est éleveur, forcément, on doit réfléchir à la mort. Parce qu'à un moment, on est amené, si on fait de l'élevage, on est amené à tuer des bêtes. Il y a deux cas où on a à tuer des bêtes. On a à tuer des bêtes soit parce que pour la production qu'on fait, de la viande, du lait, de peu importe ce qu'on fait, à un moment il faut tuer des jeunes, des petits. Ou alors on doit tuer des bêtes, et moi ça pouvait m'arriver rarement, heureusement, mais ça peut arriver. J'habitais très loin en montagne, très loin de la voiture, et il y a un accident, il y a une bête qui se fait très mal, et pour abréger la souffrance, il faut la tuer. Donc le rapport à la mort, on y pense. Et en ce qui concerne les bêtes que je tuais, les jeunes que je devais tuer, par exemple pour la viande, moi j'ai très vite refusé de travailler avec les abattoirs parce qu'il est interdit aux éleveurs d'accompagner ces bêtes à l'abattoir. Vous laissez vos bêtes et la mort, ça ne vous regarde plus. Et moi je trouve ça totalement anormal. Je fais naître mes bêtes, je m'occupe d'elles du mieux possible. C'est normal que je les accompagne jusqu'au bout. Sinon, c'est les abandonner au moment difficile, c'est pas normal. Et puis dans un stress terrible, parce que c'est pas chez elles, c'est dans un contexte et des odeurs particulières. Donc moi, très vite, totalement hors la loi, mais j'ai beaucoup été hors la loi dans ma façon de faire l'élevage. Totalement hors la loi, j'ai décidé que je tuerais moi-même. Et donc, j'ai très rapidement dû réfléchir à mon rapport à la mort. Et je me suis rendu compte au bout de quelques années que ce rapport à la mort que j'avais avec mes bêtes avait fait bouger mon rapport à la mort au niveau des humains. Et que j'avais un rapport à la mort peut-être plus apaisé que la majorité des gens. Je m'en suis rendu compte, par exemple, à la mort de mon père. Mon père était un vieux monsieur qui avait eu une belle vie, qui commençait à décliner physiquement et intellectuellement. Je pense qu'il est mort au bon moment pour ne pas trop décliner. Et quand je disais ça devant nos proches, je sentais que je les heurtais un peu, qu'un an de plus, ils auraient bien aimé quand même. Mais dans la nature, tout meurt. C'est un cycle naturel de mourir. Ce qui n'est pas naturel, bien sûr, c'est de mourir jeune, mais mourir à la fin d'une longue vie, c'est totalement naturel. Maya, ce rapport à la mort, vous l'avez aussi expérimenté, cette fois-ci, avec plutôt l'animal sauvage, les oiseaux. Qu'est-ce que la mort des oiseaux vous a peut-être enseigné aussi?
Birds are very short-lived creatures compared to Les oiseaux mammals. vivent très peu de temps par rapport aux mammifères. Donc, les oiseaux meurent souvent, surtout quand ils se mangent les uns les autres. Mais je suis d'accord. Et je pense qu'il peut y avoir une certaine beauté dans la mort si on la regarde d'une certaine façon, parce que c'est un phénomène naturel, éminemment naturel. Et il y a le cycle de la vie avec les nutriments, ensuite les prédateurs, les proies. Et je crois que c'est quelque chose de très beau. Et si une proie échappe à son prédateur, c'est amusant aussi. Mais je ne pense pas qu'on puisse apprécier la nature et les animaux sans comprendre également la mort. Alors, pas les destructions que nous sommes en train d'infliger à la planète. Donc, Maya Rose, vous avez été la personne la plus jeune qui a observé le plus d'oiseaux au monde. Plus de 5000 espèces différentes. Plus de la moitié des oiseaux actuellement recensés. Depuis toute petite, depuis vos 6-7 ans, vous dites que votre voyage sans fin sur la trace des oiseaux a commencé lors de la rencontre avec votre tout premier colibri. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu cette rencontre-là qui vous a rendue heureuse? Qu'est-ce qui vous a fasciné dans cet oiseau-là et dans les oiseaux en général, qu'on ne connaît pas très bien, je crois, comme être au monde? Yeah, see you mentioning that hummingbird immediately made me Oui, smile. effectivement. Vous voyez que dès que vous parlez de colibri, tout de suite, ça me fait sourire. J'ai vu cet oiseau quand j'avais 8 ans et pour moi, il était magique. Et pour ceux qui n'ont jamais vu de colibri ou de photos de colibri, ce sont de tout petits oiseaux irisés qui sont en mouvement constant, qui sont brillants comme des bijoux, qui sont vraiment magiques. Et quand j'étais enfant, j'avais surtout observé les oiseaux au Royaume-Uni. J'aimais bien les oiseaux du Royaume-Uni, mais la plupart sont de couleur brune. Et passer à la jungle d'Amérique du Sud, c'était incroyable. Et puis, c'était un moment très spécial parce que je les ai vus au même moment que ma mère, qui, à l'époque, traversait un épisode dépressif très lourd. Elle était vraiment, on ne la reconnaissait plus. Et là, je l'ai vue renaître, se reconnecter avec ses oiseaux. Et j'ai pu voir quel était le pouvoir transformateur de la nature, à quel point la nature était importante pour nous, les humains. Et plus que la joie de regarder des oiseaux, c'était quelque chose d'essentiel pour nous. Donc, comme je l'ai dit, et vous venez de le rappeler, Maya, vous relatez dans votre livre que le birding, et c'est la beauté, je pense, de la langue anglaise aussi, birding, de oiser. Nous, on dit, voilà, d'observer les oiseaux, ce n'est pas tout à fait la même chose, a pu alléger la souffrance de la maladie mentale de votre mère. Et ça me fait penser à votre ouvrage « Violaine comme les bêtes », paru en 2021. Je vais brièvement le résumer. C'est un village dans une région rurale inconnue, qui est chamboulé par la découverte d'une fillette également inconnue, qu'on découvre dans une grotte. Et cette fillette était accompagnée de celui qu'on nomme l'ours, un garçon, aujourd'hui adulte, qui n'a jamais parlé, qui a toujours été le différent, le pas comme les autres, le simplet, et qui s'est retiré dans la montagne avec sa mère. Et en 14 chapitres, ce sont 14 voix qui témoignent auprès des enquêteurs sur le suspect. Votre ouvrage, je trouve, est une fable qui raconte la marge, qui raconte le domestique, le sauvage, la société, la ruralité, la modernité. Est-ce que vous pouvez un peu nous décrire ce personnage de l'ours en quelques mots? Ce personnage de l'ours, il est né d'une expérience que j'ai eue à l'époque où j'étais éleveur. Les premières années, j'étais pas encore trop dans la montagne. J'étais dans une ferme accessible en voiture. Et je recevais dans ma ferme certains jours des enfants qui étaient hospitalisés en psychiatrie. Des enfants jeunes, entre 6 ans et 12 ans, ce qui correspond à
à ce qu'on appelle en France l'école primaire, je crois que vous appelez pareil en Suisse. Et ces enfants n'étaient pas scolarisables et donc étaient toute la journée en hôpital psychiatrique. Et certains jours, ils venaient et je les mettais au milieu de mes animaux qui étaient toujours en liberté, les animaux, jamais contraints, jamais attachés, toujours dehors. Et donc les 5 ou 6 enfants, avec les quelques encadrants de l'hôpital, rentraient dans une prairie au milieu d'un troupeau de chèvres ou de chevaux ou de poneys ou au milieu des poules ou des brebis. Et entre ces enfants que la société avait décidé d'invisibiliser et qu'on disait incapables d'apprendre, incapables de se mêler aux autres enfants, entre ces enfants et mes bêtes se produisait, pas systématiquement, pas pour tous les enfants, mais presque à chaque fois, entre un enfant et un animal, se produisait quelque chose d'incroyable que je ne comprenais pas. Je connaissais pas les enfants, donc je ne connaissais pas leurs troubles, je ne suis pas thérapeute. Je ne voyais pas ce qui changeait chez eux dans leur comportement, je l'apprenais en fin de journée avec les réactions des accompagnants. Mais par contre, je connaissais mes animaux. Et je voyais mes animaux avoir des réactions incroyables. Je vous donne un exemple. Parmi mes animaux, j'avais des tout petits poneys Shetland. C'est des petits poneys très petits, qui étaient des vieux poneys qu'on m'avait donnés, qui avaient énormément travaillé dans leur vie. Il y avait un groupe de 5 poneys et au milieu, il y en avait un que je n'ai jamais pu toucher, ni moi, ni personne. Il était intouchable. Je ne sais pas ce qu'il avait vécu dans sa vie. Jamais personne ne l'a touché. Et un jour, dans le groupe d'enfants, il y avait un petit garçon de 6 ou 7 ans, très, très énervé, très excité, qui est rentré avec les autres dans le pré des poneys et tout de suite a marché vers ce poney. Et ce poney, d'habitude, s'enfuyait dès que les enfants entraient. Il y avait la place, ils pouvaient fuir loin. Et le poney, ce jour-là, n'est pas parti, est venu vers le petit garçon qui a ouvert en grand ses bras. Et ils avaient la même taille, ils étaient tout petits tous les deux. Et le poney a posé sa tête sur l'épaule du petit garçon, qui a refermé ses bras autour de l'encolure. Et ils sont restés tous les deux dans les bras l'un de l'autre. Poney que je n'ai jamais pu toucher, ni moi ni personne, chez moi, ni avant, ni après. Qu'est-ce qui s'est passé entre eux? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'ils ont vécu? Comment tout de suite ils sentent qu'ils sont faits l'un pour l'autre? Je ne sais pas l'expliquer. Mais ce petit garçon est revenu des mois plus tard, et des mois plus tard, la même chose s'est reproduite avec le même poney. Et ça ne s'est jamais reproduit avec quelqu'un d'autre. Je ne sais pas expliquer ce qui se passe. Je sais juste dire que ce petit garçon, il était enfermé toute la journée à l'hôpital et que peut-être il aurait été plus heureux dans une prairie avec le poney toute la journée. Le roman a une particularité, c'est qu'il arrive à soigner les bêtes, il arrive à les comprendre bien mieux que les humains. Oui, mais j'ai vu ça aussi. J'ai vu avec une jeune jument, une très grande jument de trait, un garçon qui doit avoir une dizaine d'années, qu'on m'avait dit très violent. On m'avait dit, oula, au milieu des chevaux, dans la prairie, il y a des arbres, il va couper des branches, il va leur taper dessus. Et ce garçon qui avait toujours des bouts de bois à la main, il a vu cette grande jument au milieu du troupeau, il a laissé tomber les bouts de bois et c'était ma jument excitée. Elle était... je me méfiais toujours un peu d'elle avec les enfants. Je me disais, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle est trop nerveuse. Et lui, il a été tout de suite vers elle. Donc, il était petit par rapport à elle qui était grande. Il a mis ses mains sur son pis. Et c'était une jument qui n'avait jamais eu de petit, donc que je n'avais pas souvent touché, moi, au niveau du pis, qui avait un tout petit pis, puisqu'elle n'avait jamais fait de lait encore. Il a mis ses mains sur son pis, il a fermé les yeux, et j'ai eu l'impression qu'elle fermait les yeux aussi, comme s'ils avaient trouvé exactement le geste qui les calmait tous les deux. Dans l'ouvrage, la fillette qu'on découvre est accompagnée d'un âne. Et je vous lis, leur relation était étonnante. Cet enfant était jeune, 6 ans, 7 ans. L'âne et elle jouaient comme 2 bons camarades. Elle se levait, se tenait debout, jambes et bras bien écartés, et l'âne venait contre elle.
Il la poussait du nez, de l'encolure, du poitrail, jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus résister et tombe. Quand elle tombait, elle éclatait de rire. L'âne aussi paraissait rire. Mais bien sûr, un animal ne rit pas. Mais pourtant, c'est la sensation que ça donnait, qu'ils étaient pris ensemble de sorte de fou rire. Est-ce qu'on peut être ami avec un âne, alors? C'est ça? Oui, 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 on peut être amis. Moi, dans mes animaux, moi je dis c'était des bêtes de travail parce qu'on travaillait, elle et moi ensemble. Moi j'avais des chèvres et j'avais des chevaux avec lesquels je travaillais, c'est-à-dire que je faisais du portage, du débardage avec eux. Euh, J'avais un cheval qui était vraiment mon compagnon de travail et mon ami. Il était d'une fiabilité qu'on ne trouve qu'avec ses amis. Mais une confiance en lui extraordinaire, hein. Oui, on peut être amis avec eux, puis on peut rire avec eux, on peut râler avec eux. Les chèvres, ça peut bien faire râler parce que ça a vraiment un caractère très coquin. Mais moi, j'ai beaucoup ri aussi avec mes bêtes. Et j'avais l'impression qu'elles riaient avec moi. Parfois pour se moquer de moi, hein, mais parfois vraiment de bon cœur ensemble. On avait des très beaux moments ensemble. Et tu parlais tout à l'heure de la sensibilité qu'ont les bêtes. Euh, on- je crois aussi qu'on avait des moments où on était, mon troupeau et moi, très sensibles à la beauté du paysage, par exemple. Ensemble, on arrivait à un endroit et j'avais l'impression qu'ensemble, on disait « Waouh, qu'est-ce que la lumière est belle aujourd'hui, qu'est-ce que c'est beau !» J'ai toujours été persuadée que mes chèvres étaient très sensibles au paysage. Elles se couchaient à l'endroit où la vue était la plus belle. Maya, est-ce que vous avez déjà été amie avec un oiseau? I've definitely had birds that have been Ce my qui est sûr, c'est que certains oiseaux ont été mes amis. Je ne sais pas si moi j'étais leur ami. Et pendant le Covid, je ne sais pas comment c'était ici, mais au Royaume-Uni, on a dû rester à la maison pendant 6 mois. Et donc, j'ai appris à connaître tous les oiseaux qui peuplaient mon jardin et je connaissais leur caractère. Il y avait le petit merle dont on était sûr qu'il allait être mangé par un chat, ou alors le rouge-gorge qui arrivait un beau matin. Et de voir les mêmes oiseaux, plus que les mêmes espèces, c'était très touchant. Et les corbeaux aussi, qui sont assez rares au Royaume-Uni, se reproduisaient non loin de la maison et ils survolaient le village en émettant des sons étranges qui étaient un petit peu comme de la pluie. Et de temps à autre, j'essayais d'aller voir où en étaient les nids, comment les oisillons grandissaient. Et finalement, c'était juste cet été-là qu'on les a vus. Après, ils ne sont plus revenus. Et oui, j'ai souvent pensé que certains oiseaux étaient mes amis. Passionnant avec le rapport et la relation aux oiseaux, comparé à l'animal domestique, c'est qu'il n'y a pas de physicalité. Il y a toujours une sorte de distance avec l'oiseau, beaucoup aussi dû au fait que vous les observez. Comment est-ce que vous gérez cette relation-là? Est-ce qu'elle est moins dense, plus dense? Comment vous jugez cette différence? Est-ce que vous avez aussi l'impression d'être vous-même observé lorsque vous observiez les oiseaux? Oh. I think for me, part of the Pour moi, appeal of birds is just how l'attrait des oiseaux, c'est leur grande liberté. Le fait qu'ils peuvent voler, ils peuvent aller où ils veulent. Et certains font le tour du monde chaque année. Et un de mes oiseaux préférés fait l'aller-retour entre l'Arctique et l'Antarctique chaque année. Et c'est ça qui les rend si spéciaux. Et c'est pour ça que j'ai jamais eu envie d'avoir un oiseau en cage chez moi, parce que finalement, ça enlève toute la magie. Et les oiseaux, ça c'est sûr, ils vous observent, plus qu'on ne le pense. Et l'un de mes oiseaux préférés, c'est la harpie féroce, qui est le plus grand aigle du monde, qui fait à peu près cette taille, qui vit dans la forêt amazonienne et qui attrape
des singes ou des paresseux dans les arbres. Et j'étais absolument fascinée quand j'ai appris son existence. Mais en même temps, c'est des oiseaux qui font peur. Et une fois, j'étais en haut d'une tour d'observation, je l'ai vu et j'ai compris que depuis cette hauteur-là, probablement que pour lui, on était comme des singes. Et je me suis dit, mais peut-être qu'il va foncer sur nous, descendre et nous attraper avec ses serres incroyables. Et finalement, on n'a pas traîné sur place. Mais les oiseaux vous observent toujours, c'est sûr, même quand on ne le pense pas. Lorsque la mère de l'ours témoigne face aux policiers, elle dit ceci: « C'est pour ça que nous sommes partis, parce que j'ai compris que l'enfermer dans un hôpital, quoi qu'en disent les spécialistes, ne serait pas la solution. Parce que je savais que c'était le grand air qu'il avait besoin, de nature, de calme, d'espace. J'ai volontairement soustrait au système parce que la vie que je nous avais imaginée était la seule qui lui convenait. » Et cet extrait, évidemment, me fait penser à toute cette expérience d'observer les oiseaux et ces expéditions en nature avec ta mère, dont on a dit qu'il souffrait de bipolarité. Et ça me fait penser à cette phrase que ton père lui dit juste avant de partir voyager en Équateur. Je crois que tu es très jeune à cette époque-là. Une succession de crises et des difficultés à la maison. Et il dit ceci à ta mère, il dit « Dès qu'on verra les premiers oiseaux, tout ça nous semblera bien loin. Tout ça, tous les problèmes. » Et comme si, voilà, tous ces voyages étaient, comme tu le dis, des moyens de survivre, et que le birding, l'observation d'oiseaux, réglerait tous les soucis personnels. Qu'est-ce qui se passe dans la nature? C'est un refuge pour ceux qui en auraient le plus besoin? Est-ce que c'est le refuge aussi de la marge? Aussi, sachant que la nature reste un lieu de villégiature, d'être un lieu de privilège aussi pour beaucoup, et ce n'est pas forcément là où on pense qu'on pourrait aller soigner les gens directement. I think both. Les deux, je crois. Je crois que en surface, il y a quelque chose d'agréable de passer du temps dans la nature et même de faire de la randonnée. C'est un passe-temps agréable. Mais je crois aussi que pas mal de gens, plus en profondeur, comprennent que c'est important d'aller dans la nature, de sortir, même s'ils ne le reconnaîtraient pas. Il y a des gens qui pensent que peut-être la nature, c'est un petit peu ennuyeux, qu'il n'y a pas grand-chose à faire, mais quand même, c'est revigorant de passer du temps à l'extérieur. Et c'est la raison pour laquelle j'ai lancé mon association caritative. Et un petit peu comme toi, j'ai passé du temps à encadrer des jeunes qui étaient venus dans la nature. Et c'est assez fascinant de voir des ados même qui découvrent que c'est intéressant, que c'est sympa d'être dans la nature. Et chaque enfant est différent, mais je crois que globalement, les oiseaux sont populaires et c'est un bon point de contact avec la nature parce qu'il y en a partout, même en ville. Donc c'est un petit peu quelque chose qui nous rattache à la nature. Et quand on parle de santé mentale, quand on parle de bien-être pour ces enfants, je leur parle des oiseaux. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'éco-anxiété, de solastalgie, ces angoisses qu'on peut ressentir à l'idée de perdre un environnement, de perdre une espèce et aussi d'être angoissé par les crises environnementales à venir. On peut aussi penser que la nature est un lieu aussi qui pourrait amener ces angoisses-là d'une certaine manière. Peut-être, mais je crois que la plupart des gens qui aiment la nature s'en préoccupent. Parce que si on s'intéresse à quelque chose, on veut que ça aille bien. Et les gens voient tout l'impact sur leur propre vie
avec le déclin. Bon, moi, j'ai à peine 23 ans, mais même au long de ma vie, j'ai vu qu'il y a beaucoup d'espèces ou beaucoup d'habitats qui étaient menacés. Mais je crois que c'est très important de passer du temps à l'extérieur, dans la nature, et je pense que cela contrebalance largement toute inquiétude que cela pourrait créer. Et je crois que si on reste chez soi, assis dans son fauteuil, c'est là qu'on va ressentir le plus d'anxiété et qu'on risque d'être désespéré par l'état du monde. Et c'est la raison pour laquelle je parle beaucoup avec ces jeunes, avec ces enfants, avec ces adolescents, et je leur dis deux choses. Je leur dis, sortez de chez vous, même si c'est juste pour vous asseoir sous un arbre, parce que la science a montré que de passer 20 minutes par jour à l'extérieur diminue les chances de dépression de 20%, ce qui est énorme. Et je les encourage aussi à constituer des groupes, des communautés, à se retrouver avec d'autres jeunes qui se préoccupent de l'environnement parce que c'est très porteur et c'est très gratifiant de voir qu'il y a d'autres gens qui s'inquiètent des mêmes problèmes plutôt que de rester assis chez soi à penser à toute cette anxiété. Et je crois que c'est ainsi qu'on peut se battre J'aimerais pour qu'on revienne l'avenir. sur le personnage de l'ours, qui évoque donc du coup l'animal, l'ours, l'animal sauvage. L'ours, comme le loup, c'est le sans-voix. Il est solitaire, il est grand, il est incompris, on le craint, il est aussi craintif. Et il est méfié par ceux qui ne le connaissent pas. Tout le monde parle de lui et tout le monde parle à sa place. Maya, je voulais vous demander si vous deviez symboliser votre mère et sa maladie par un oiseau, ça serait lequel? I think maybe a migratory bird. Je crois à un oiseau migratoire, probablement, parce que les humains pensent qu'ils ont percé tous les mystères de la nature et en fait, il y a encore beaucoup de mystères. Et la migration des oiseaux est encore un grand mystère. Comment est-ce qu'ils s'y prennent? Comment est-ce qu'ils y arrivent? On pense que c'est peut-être des forces magnétiques, mais aussi les chemins qu'ils empruntent. Parfois, on ne sait même pas où ils vont pendant l'hiver. Et il y a l'exemple du coucou. Nous savons qu'il va dans le bassin du Congo, quelque part, mais on ne sait pas où. Ou encore les hirondelles de fenêtre. Et j'ai travaillé avec quelqu'un qui est obsédé par les hirondelles de fenêtre récemment, et c'est l'année dernière seulement qu'il s'est rendu au Kenya et il a vu où il se rendait. Les scientifiques disaient non, non, c'est pas là. Et finalement, ils étaient quand même là. Donc je crois que pour ma mère, c'était un long cheminement pour comprendre ce qu'elle avait. Et le trouble bipolaire vous suit toute votre vie. Il n'y a pas de solution miracle. Il faut accepter, aller de l'avant. Et c'était un peu une énigme qu'on a dû déchiffrer et de la comprendre. Et je crois que c'est un petit peu la même chose. Finalement, on ne comprend jamais vraiment, mais on y travaille. Violaine, lorsque vous élevez des chèvres, vous avez élevé des chèvres, vous avez publié un seul texte, L'ours, les raisons de la colère, qui tente d'expliquer le problème de la réintroduction de l'ours, notamment dans les Pyrénées. Et dans cet ouvrage, vous posez les questions suivantes. Est-ce parce que l'homme moderne s'en éloigne de plus en plus qu'il est attiré vers le sauvage? Pourquoi les plus grands défenseurs du loup ou de l'ours sont-ils ceux qui ne vivent pas dans la nature? Pourquoi les mouvements écologistes font-ils leurs scores les plus élevés dans les villes? Mais là, avec l'ours, votre personnage, ce sont les policiers qui représentent la ville, les citadins, munis de rationalité, munis de technique, qui vont le chercher avec un hélicoptère, qui veulent sa peau et ne le comprennent pas. Et ce sont les villageois qui, eux, le connaissent, qui vivent avec, qui sont certains qu'il est innocent. J'aurais voulu vous... J'ai beaucoup hésité à appeler mon personnage principal l'ours, parce que
Parce que quand on est pyrénéen comme moi, l'ours, c'est culturellement en nous. Moi, depuis toute petite, on me parle des ours, on nous apprend la politesse en nous parlant des ours. On nous dit, quand tu croises l'ours dans un chemin, tu es poli. Tu lui demandes, est-ce que tu passes ou est-ce que je passe? Et quand on nous disait de ne pas nous moquer d'une femme qui serait enceinte sans qu'on connaisse le père, parce que peut-être le père, c'était l'ours. On est vraiment éduqué avec ça dans les Pyrénées, avec cette culture autour de l'ours. Et c'est pour ça que le problème de la réintroduction de l'ours dans les Pyrénées, ça a été très compliqué. Et moi, on me dit toujours, mais tu es pour ou tu es contre? Mais je ne suis pas pour ou contre. Si un ours, quand j'avais des bêtes, je n'ai plus de bêtes, mais si un ours était passé à côté de mon troupeau tranquillement, j'aurais été ravie de voir un ours passer à côté de mon troupeau. Mais si un ours avait attaqué mon troupeau, je me devais de défendre mon troupeau contre l'ours. C'est la base de la domestication. Si on a des animaux domestiques, on se doit de les protéger. Après, la question peut être, est-ce qu'on continue à avoir des animaux domestiques ou pas? Mais c'est une autre question. Donc l'ours ou le loup, c'est des sujets vraiment très, très compliqués. C'est paradoxal et c'est vrai que j'ai appelé l'ours mon personnage, qui est un personnage que les gens du village, que les gens de cette histoire qui habitent loin de la ville soutiennent. Parce que oui, dans nos montagnes des Pyrénées, on est tous à la fois heureux qu'il y ait des ours sauvages dans les Pyrénées. Alors sauvages entre guillemets, parce que les ours réintroduits dans les Pyrénées depuis la Slovénie étaient nourris en Slovénie, donc c'est du semi-sauvage. Mais en tout cas, on est ravis à la fois qu'il y ait des ours et en même temps, on demande l'autorisation de pouvoir défendre nos troupeaux dans le cas d'une attaque. C'est la base de la vie sauvage. Il y a des prédateurs, il y a des proies. Et il faut pouvoir se défendre contre les prédateurs. Or, nous sommes le prédateur de l'ours. Est-ce que je comprends aussi beaucoup dans votre ouvrage de ce lien entre le domestique et le sauvage, et surtout de notre lien au sauvage, c'est qu'il est question de le comprendre, finalement. Et ceux qui comprennent votre personnage, l'ours, eh bien, n'ont pas tant de problèmes avec lui, ou du moins, ils arrivent mieux à se mettre à sa place. Oui, mais parce qu'on vit aussi au milieu du sauvage. Moi je vis toujours complètement isolée dans la montagne, au milieu de la forêt, donc vraiment au milieu du sauvage. Il n'y a pas du tout d'autre habitation autour de moi. On ne peut pas aller jusque chez moi en voiture. Je n'ai pas l'eau, je n'ai pas l'électricité. Donc je vis de façon très rustique dans la montagne. Et la première question qu'on me pose toujours, c'est « Mais tu n'as pas peur ?» Non, moi j'ai davantage peur en ville. Chez moi, j'ai pas peur. De quoi aurais-je peur? Je fais attention quand je remonte à pied pendant la nuit parce que mon sentier qui grimpe jusque chez moi est étroit et que parfois il y a des sangliers qui descendent en courant et que faut pas que je me trouve au milieu de la mer et des petits quand ils descendent. Mais voilà, je fais juste attention à des choses comme ça. Mais non, je n'ai pas peur. Et donc on n'a pas peur les uns des autres aussi quand on a de l'espace. Il y a une notion d'espace aussi. Je crois que la peur et l'agressivité, elle est liée au fait d'être entassé sur un petit territoire. C'est pareil avec les bêtes. Hein. Quand il y a une population trop nombreuse sur un petit territoire, ça dégénère, ça se bagarre, ça se mord, ça s'attaque. Ben, l'homme est un animal. Et aussi la base du truc quand même, c'est que l'homme est un animal, ne l'oublions pas. Donc on réagit comme eux. L'ours est un personnage qui ne parle pas, mais tout le monde parle de lui. Et donc vous utilisez la polyphonie pour le raconter. Mais j'ai ressenti quand même une forme d'injustice dans votre ouvrage du fait que c'est le grand absent de l'interrogatoire. Les policiers interrogent tout le monde, sauf l'ours. Et je me suis dit que lui priver de témoignage était comme l'invisibiliser une deuxième fois. Et j'aurais voulu savoir si c'était une volonté de votre part de ne pas tomber dans de l'anthropomorphisme, puisqu'il ne parle pas, et de ne pas vouloir raconter son interrogatoire. J'ai essayé de le faire parler, mais c'était pas bon, ça marchait pas, donc c'est parti à la poubelle.
J'aime bien qu'il y ait un personnage en creux. C'est à vous d'en faire ce que vous voulez. Il y a des gens qu'on invisibilise dans nos sociétés, les gens en psychiatrie, on ne veut pas les voir, on ne veut pas les entendre, on les enferme. Il y a des catégories de gens comme ça qu'on enferme, hein, la psychiatrie, les prisons, les détenus, les vieux dans les maisons de retraite. Tous ces gens-là, on n'arrive plus à leur trouver une place dans la société, alors que moi je suis convaincue qu'on pourrait leur trouver des places. Et du coup, on les invisibilise. Et pour invisibiliser, on fait taire. Et donc, non, les gendarmes ne lui donnent pas la parole. Pas, sa mère, à un moment, dit « Mais amenez-le-moi », parce qu'elle... ils ne lui parlent pas, mais ils se comprennent. Ils ont mis au point sans doute une façon de communiquer. Mais l'institution, elle ne veut pas ça. Elle veut pouvoir prendre un témoignage direct de la personne, et c'est impossible. Encore deux questions avant d'ouvrir au public. On a parlé un petit peu de militantisme tout à l'heure avec toi, Maya. Et j'aimerais que tu nous parles un petit peu de ta fondation Black to Nature. Et peut-être pour l'évoquer, j'aimerais juste faire référence à un article publié en 2019 dans The Guardian par Stephen Mose qui relate l'évolution et l'émergence de la nature writing, le courant littéraire de l'écriture de la nature, qui a été beaucoup l'apanage d'un certain type de profil d'écrivains, souvent des hommes blancs, de la classe moyenne, autour de 40 ans, et qui racontaient voilà, leur expérience très esthétique de la nature, assez passive dans le sens voilà, d'une sorte de contemplation de la nature. Et votre ouvrage est esthétique aussi, mais profondément politique aussi. Et j'aimerais savoir, voilà, deux questions. Si vous pouvez nous parler un petit peu de la création de votre fondation, et puis est-ce que l'écriture de la nature aujourd'hui, le nature writing, ne peut faire l'économie de cette dimension politique? What was your first question? Sorry, I got distracted. Si vous pouviez nous présenter la fondation Black to Nature, comment elle a émergé, et puis si aujourd'hui la nature writing doit être politique, forcément. Yeah, sorry, it's strange with the English in my ears. I was very young when I set up. J'étais très jeune quand j'ai créé cette fondation. Et finalement, je ne me suis pas posé de questions, j'ai suivi différentes étapes et tout s'est enchaîné de manière évidente avec une conférence au départ où je souhaitais impliquer d'autres jeunes comme moi et finalement toutes ces autres organisations m'ont contacté en disant « mais vous ne voudriez pas venir être notre consultant ?» J'ai répondu « non, mais je n'ai que 13 ans ». Et ensuite, j'ai organisé donc cette conférence avec des experts et j'ai compris que toute cette question de la diversité, de l'accessibilité étaient des problématiques plus vastes. Et finalement, j'ai créé cette fondation. Et finalement, c'est assez incroyable parce que j'avais à peine 13 ou 14 ans. Mais ça allait de soi à l'époque. Ça m'a paru évident, c'était quelque chose qui me tenait à cœur. Et je n'étais pas en train de faire tout un exercice d'introspection à l'époque, mais finalement, c'était très important en raison de la maladie mentale de ma mère et parce que les oiseaux étaient si importants pour moi. Et donc, je souhaitais pouvoir le faire partager à d'autres. Donc, ça m'a paru très important. Et ça fait plus de 10 ans maintenant que ça a été créé. Nous avons travaillé avec des centaines d'enfants et tout le monde vraiment a aimé la nature, est devenu amoureux de la nature grâce à cette fondation. Et puis, je pense que ça peut contribuer à un avenir plus vert. Alors, le nature writing, le fait d'écrire sur la nature, est-ce que ça va vraiment faire la différence? Je ne sais pas. Moi, quand j'étais enfant, tout ce qui était nature writing, ça m'ennuyait profondément parce que c'était simplement une énumération de toute la beauté avec des paragraphes très descriptifs. Bon, il y en a aussi dans mon livre, c'est vrai. Mais je trouvais cela peu passionnant parce qu'il y avait très peu d'humanité
Et tout ce qui est nature writing au Royaume-Uni, aujourd'hui, intègre ce facteur humain. Et je crois qu'il faut comprendre que la nature n'est pas séparée de nous. Et là, ça donne une perspective plus intéressante. Et si on aime la nature, si on adore la nature, je pense qu'on a le devoir de faire au mieux pour défendre la nature, pour faire entendre votre voix. Je ne sais pas si on peut dire que c'est avoir une action politique, mais en tout cas, quand on écrit sur la beauté de la nature, il faut bien prendre acte que la nature est en train de disparaître. Une dernière question, rapidement. Cette rencontre s'est intitulée « Le facteur animal » et ça m'évoque ce que la philosophe Virginie Maris appelle la part sauvage du monde. La part sauvage du monde serait ce qui résiste et persiste face à l'anthropisation, à la normalisation. Et à vous deux, où est-ce qu'elle réside, cette part sauvage du monde pour vous, si elle existe encore? C'est difficile toujours la limite entre le sauvage et ce qui n'est plus sauvage. Quand on parle des grands prédateurs et qu'on me dit mais il faut des ours dans les Pyrénées pour remettre du sauvage, je dis je ne sais pas si c'est vraiment du sauvage. L'ours qu'on va chercher en Slovénie, qui est nourri sur des aires de nourrissage, qui est habitué à l'homme, qui est transféré dans les Pyrénées. Déjà, ce n'est pas très sauvage de le transférer d'un endroit à un autre. Et puis qui est relâché dans un habitat qui ne ressemble pas du tout à son habitat de départ, qui n'est plus nourri et qui cherche l'homme. Ils ont eu des gros problèmes avec les premiers ours qu'ils ont amenés comme ça dans les Pyrénées parce ils faisaient les poubelles dans les villages. Nous, on n'avait jamais vu un ours pyrénéen descendre dans un village venir faire les poubelles. On en a retrouvé un à 30 km de Toulouse. Les Pyrénées, c'est loin quand même de Toulouse, c'est pas à 30 km. C'est-à-dire qu'il allait vraiment vers la ville. Donc, est-ce que c'est vraiment du sauvage? Est-ce que c'est du sauvage de construire partout des routes? Pourquoi il faut se poser la question. Pourquoi un animal sauvage disparaît? Ok, il disparaît parce que l'homme le prédate, le tue, mais il disparaît aussi parce que l'homme construit partout des routes, fait des stations de ski, il n'y a plus la place. Dans les Pyrénées, le territoire pyrénéen, en 100 ans, il a été complètement retravaillé pour le tourisme. Et où est la place du sauvage là-dedans? Alors, est-ce qu'on fait du sauvage idéalisé, c'est-à-dire des espèces de zoos au grand air? Mais est-ce que ça s'appelle du sauvage? Voilà, moi ça m'interroge. Maya, est-ce qu'il réside encore une part sauvage dans le monde? I think one of the amazing things about Je crois que ce qui est incroyable dans la nature et dans l'environnement, c'est la résilience. Et que si on lui donne une chance, il va se régénérer. Et c'est la raison pour laquelle il y a des poches de sauvages un peu partout. Et j'adore voir des parties de nature qui s'immiscent dans les villes. Par exemple, dans des terrains inexploités, il y a tout à coup de l'herbe qui pousse et peut-être des oiseaux qui viennent. Donc il y a cette résilience qui est très belle. Et la façon dont tu parles du sauvage, oui, de la nature sauvage, c'est très intéressant parce qu'effectivement, on peut essayer d'avoir la main très lourde et d'aider le sauvage et parfois ça fait beaucoup de tort. Mais aujourd'hui, je crois qu'on en est arrivé à un état de la nature qui est très artificialisé et qu'il faut peut-être parfois quand même intervenir au nom de la vie sauvage. Au Royaume-Uni, la situation est dramatique. Il y a pas mal de projets de renaturation et c'est assez formidable de voir que des forêts ont été replantées, que des castors avaient été réintroduits au Royaume-Uni qui avaient complètement disparu et il y a eu des effets
en cascade avec des zones humides qui ont fait leur apparition et tout cela a été très bénéfique pour d'autres mammifères, etc. Donc je crois que ma réponse est peut-être un petit peu compliquée, mais je crois que la nature souhaite toujours revenir à l'état sauvage, simplement il faut le lui permettre. Voilà, j'ouvre un peu la discussion à vous dans le public. Est-ce que certains souhaiteraient poser des questions, des remarques à nos invités? N'hésitez pas, je crois qu'il y a une main qui s'est levée là-bas, au fond. Oui, concernant l'ours des Pyrénées, j'aurais savoir qu'est-ce que vous mettez derrière protection des troupeaux, derrière ce mot concrètement? Derrière protection des troupeaux, pouvoir protéger un troupeau, c'est bon, il y a des bergers, il y a des éleveurs, donc bien sûr il faut qu'il y ait des gens avec les troupeaux, mais ça il y en a maintenant presque tout le temps. Mais il faut aussi pouvoir se défendre. S'il y a vraiment une attaque, il faut avoir le droit d'avoir une arme. Faire un tir d'abord d'effarouchement, même ça on n'a pas le droit de le faire, et pour le moment avec l'ours on n'a pas le droit de tirer en l'air pour essayer de lui faire peur. Et voir s'il est en train d'attaquer et pouvoir lui tirer dessus. Mais c'est des espèces protégées, on n'a absolument pas le droit de le faire. Mais pourquoi tout ça? Moi, ce que je demande, c'est juste pourquoi tout ça n'a pas été réfléchi au départ, tous ensemble, pour voir s'il était possible ou pas de réintroduire des ours dans ce territoire. Ou alors, il faut réintroduire différemment. Il faut mettre des aires de nourrissage pour pas qu'ils attrapent les troupeaux. Il y a des solutions. Mais le sujet est tellement clivant, tellement délicat, parce que ça a tellement mal démarré que maintenant les deux extrêmes n'acceptent plus de parler ensemble depuis bien longtemps, et c'est très violent. Même chose ici avec le cas du loup. D'autres questions? Je crois juste ici. Merci. Pour vous aussi, Violaine, j'étais, si c'est pas trop indiscret, curieuse de savoir pourquoi vous avez arrêté du coup d'élever des bêtes. Parce que je suis tombée très malade. J'ai attrapé une maladie par une bête. J'ai attrapé la maladie de Lyme qu'on attrape avec les tiques. Et il y a beaucoup de tiques chez moi. Je me fais piquer en permanence par des tiques. Moi, j'étais toujours dehors avec mes bêtes. Et cette maladie en France est très mal détectée, très mal soignée. Donc la bactérie a vraiment eu le temps d'attaquer mon corps très en profondeur, à tel point que j'étais négative aux tests. Les tests ne marchent pas forcément en France. Et donc ça s'est installé longtemps et j'étais à la limite du fauteuil roulant. J'ai démarré un début de maladie d'Alzheimer. Et donc au bout d'un moment, j'ai dit il faut que j'arrête l'élevage, parce que les éleveurs ont une phrase qui dit si l'éleveur est malade, le troupeau va tomber malade. Donc je ne voulais surtout pas que mon troupeau tombe malade, donc j'ai arrêté l'élevage avant que mon troupeau tombe malade. Quelqu'un? Encore? Oui, madame au premier rang. Oui, moi j'aurais une remarque. On parle d'écrire au sujet de la nature et tout ça, mais moi j'ai envie de vous dire, mais continuez à écrire des romans et pas du politique. Parce que finalement, le roman fait autant, voire plus réfléchir, déplace le lecteur autant qu'un discours politique. Il n'y a pas de pour et de contre dans le roman. Moi, je crois que c'est... Pardon, je réponds. Je crois que c'est important d'écrire à chacun dans le style, dans le ton, dans le genre qui nous correspond. Et moi, il se trouve que c'est par le roman que je suis peut-être le plus à l'aise pour écrire, et que le roman a un avantage par rapport au livre politique ou militant, c'est que souvent le livre politique ou militant est lu par des gens déjà intéressés par le sujet, voire carrément du même bord. Ceux qui lisent mes romans, ils ont pas forcément mes idées, ils ont en commun avec moi d'aimer lire. Et donc je touche un lectorat qui n'est pas ni politiquement aligné sur ce que je pense, ni... Et la force du roman, c'est de pouvoir un petit peu ébranler les gens sur des choses sur lesquelles ils ne s'attendent pas à être ébranlés. Mais pour ça, il faut essayer de ne pas faire... moi, j'essaie de travailler ça sur mes livres, de ne pas être jugeant dans ce qu'on écrit,
mais d'ouvrir au maximum pour laisser la place au lecteur. I also, as well as this book, I have 2 children's books. Alors, j'ai aussi écrit 2 livres pour enfants, en plus de ce livre-là. Des livres pour enfants qui sont plus simples, c'est de jolies histoires sur les oiseaux, sur la nature. Et ce que j'adore, c'est d'aller dans des écoles avec des enfants qui ont 6 ou 7 ans et de leur parler de la nature. Et c'est des enfants qui ne vont pas forcément devenir des ornithologues par la suite, mais je les interroge, je leur dis, mais est-ce que quelqu'un a une histoire marrante à raconter à propos d'un oiseau? Et ils lèvent la main, ils disent, moi, moi, moi. Et c'est un exemple formidable de la façon dont les livres, dont la littérature peuvent susciter l'enthousiasme, l'excitation au milieu d'un cours qui est peut-être un peu plus aride, mais j'aime beaucoup parler aux enfants. Alors, là-bas, il y a 3 mains qui se sont levées. Peut-être là-bas, ici. Alors, voilà, prenons cette personne au-dessus de vous, monsieur, et puis on finira avec la personne au fond, si ça vous va. En parlant de fun fact, je serais curieuse de savoir si vous avez justement une histoire, une rencontre amusante, un fun fact avec un oiseau. I think for me, I'm Je crois a que very big fan of moi, big, scary ce que j'adore, c'est les grands oiseaux qui font peur, qu'on ne trouve pas en Europe. Donc, par exemple, le fait que les oiseaux sont des dinosaures. Et j'adore voir des oiseaux qui ressemblent à des dinosaures. Par exemple, le casoar à casque qui fait 1,80 m, qui vit en Australie, qui est incapable de voler et qui a des serres énormes. Et c'est un oiseau qui fait vraiment peur. Et j'ai encore un souvenir assez vif de touristes américains. Bon, vous voyez le topo, qui sont un petit peu trop approchés. On était dans la jungle, et il y avait un adulte, un oiseau adulte avec 2 oisillons qui s'apprêtaient à les tuer. Et l'oiseau les a regardés, ils se sont arrêtés net. Et on a vu qu'à ce moment-là, ils ont compris qu'ils devaient respecter la nature. Peut-être que ça leur était inconnu avant. Et ça m'a fait rire. C'est un moment comme ça qui montre que la nature peut faire peur et ça me fait rire. Oui, alors j'aimerais commencer par une petite anecdote par rapport à l'ours. Puis après une question pour Maya. J'étais au bord de la Gironde un jour et puis je vois arriver des camions de Pologne, 5-6 camions de Pologne, et qui ont commencé à déverser des centaines de canards dans la Gironde. Voilà, c'était un spectacle vraiment étonnant. Et puis, il y avait des personnes qui avaient l'air d'être le responsable de ce déversage de canards. Et j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Enfin, où est le problème? J'avais l'impression de, vous savez, quand des paysans, des agriculteurs en colère déversent des tomates pour protester. Et en fait, le type, c'était un garde-chasse. Il a dit, écoutez, on a tellement tiré le canard ici qu'il n'y a plus de canards et on doit les importer pour avoir de nouveau des canards à tirer dans la Gironde. Et donc, il les amenait chaque année, comme d'ailleurs du chevreuil et des choses comme ça. Et puis, j'ai dit, mais c'est pas terrible quand même comme méthode. Et lui m'a tout de suite dit, ah non, c'est vraiment pas terrible, parce que le problème, c'est que quand on les chasse, les canards qui ont connu la main de l'homme pour être nourris, ils viennent vers le chasseur. Donc, les chasseurs ne sont pas très contents de tirer ces canards parce que c'est des canards qui sont apprivoisés. Enfin, voilà, c'était pour l'anecdote par rapport aux ours. Et puis pour Maya, peut-être une question plus générale. J'ai la chance de vivre dans une forêt, j'observe des oiseaux toute la journée, c'est quelque chose qui me passionne. Par rapport à ce que l'on sait tous, en fait, en à peine 40 ans, 800 millions d'oiseaux ont disparu de l'Europe. C'est à peu près 20 à 25%
de la population des oiseaux en Europe. Chaque année, c'est 20 millions d'oiseaux de moins. Donc, si on compte les années, il va bientôt en rester plus. Et j'aimerais savoir par rapport à, peut-être philosophiquement, qu'est-ce que ça représente pour vous, la disparition de ces oiseaux, au-delà de la catastrophe écologique. Mais on sait qu'en Chine, aujourd'hui, les oiseaux et les abeilles disparaissent aussi. On pollinise avec des petits pinceaux. Et qu'est-ce que ça représente symboliquement pour vous, cette disparition des oiseaux? Well, obviously you're right, it is an Alors, ecological vous avez crisis. raison, c'est une crise écologique, mais c'est aussi très triste parce que nous avions de très forts liens avec la nature et aujourd'hui, on pense que l'élevage et la nature vont l'un contre l'autre. Mais à l'époque, l'agriculture et la nature allaient de pair. Et c'est surtout les exploitations agricoles qui interviennent en parallèle à cette disparition des oiseaux. Et je me dis que simplement les enfants, nos enfants, risquent peut-être de ne plus jamais entendre le chant des oiseaux ou d'observer le vol des oiseaux, parce qu'on semble aller vers là. Et pourtant, tous nos symboles, toute notre mythologie sont liés aux oiseaux qui ont toujours beaucoup frappé notre imagination. Et si nous perdions complètement nos oiseaux, nous perdrions une part de nous-mêmes. Ça serait tragique. Et on n'espère pas de vivre ces printemps silencieux, comme disait Rachel Carson en 1972. Dernière question, peut-être, au fond. Merci. C'est moins une question et plus une remarque, ou rebondir sur la remarque. Faut-il mieux écrire des romans ou avoir une action politique en la matière? C'est évidemment complémentaire. Mais juste pour expliquer un peu ce qui peut se passer parfois ici, moi je fais partie d'une ONG en Suisse dont l'objet est de protéger les loups. Et paradoxalement, en protégeant les troupeaux la nuit dans les alpages d'altitude contre les loups. Et donc moins d'animaux sont tués, moins d'aucuns a la mauvaise idée d'aller tirer le loup ou l'ours, pour reprendre votre exemple, pour protéger leur troupeau. Mais sur la question du roman contre la politique, les gens qui lisent vos romans sont déjà du bon côté de la force, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, ils sont déjà des convaincus. Et à cet égard, la situation est tellement désespérante politiquement sur le terrain, au niveau de la protection de la vie sauvage en Europe, qu'il est à mon sens tout à fait nécessaire d'avoir ces actions politiques. Le loup, malgré son intelligence, ne s'est pas encore inscrit sur les listes électorales. Et si nous ne le faisons pas pour lui, ce combat politique, personne ne le fera. Merci. Une remarque peut-être? Oui, moi je ne disais pas contre. Hein. Je ne mettais pas le roman contre le politique, hein, pas du tout. Hein. C'est deux actions distinctes. Le romancier Alain Damasio prétend que le roman est la meilleure forme de militantisme possible. Après, à chacun son militantisme. L'important, c'est d'être là où on est le plus à l'aise pour être le plus convaincant possible. I think for my book, I didn't Pour mon intend livre, on it being political. je n'avais pas l'intention d'en faire un objet politique, mais plus je parlais de nature, plus j'ai vu que des considérations politiques s'immisçaient dans le livre et que les deux étaient indissociables. Mais je crois que le fait de raconter des histoires est essentiel. La communication, le récit sont essentiels. Et le loup est un bon exemple, parce que je crois que l'un des problèmes, c'est que dans le folklore européen, le loup est toujours l'ennemi. On peut le comprendre, ça peut avoir un sens, mais il y a beaucoup d'histoires qui nous ont appris depuis des générations qu'il fallait avoir peur du loup, qu'on devait le bannir de notre vie. Et tous les méchants dans les livres qu'on me lisait quand j'étais petite, c'était des loups. Donc,
quand on vous raconte ces histoires depuis toujours, vous pensez que ces créatures sont dangereuses, même si en réalité elles ne le sont pas forcément. Et au Royaume-Uni, où il n'y a pas trop d'espace pour qu'on puisse entrer en contact avec ces animaux, il y a une forte résistance. Et quand on n'a pas l'habitude d'être en contact avec la vraie vie sauvage, ça fait peur aux gens. On n'a pas l'habitude. On a tellement l'habitude de contrôler totalement notre environnement qu'il faut un petit peu lâcher du lest et peut-être que de raconter des histoires, que par le récit de la vie sauvage, on peut y arriver. Et pour conclure et pour rebondir sur ce que monsieur peut-être vient d'évoquer aussi, et c'était l'enjeu de ce soir aussi, c'est de montrer que l'altérité doit être aussi représentée, visibilisée, et que la littérature est peut-être là aussi pour ça, pour montrer et donner une place à ceux qui n'en ont pas forcément. Je vous remercie beaucoup, infiniment. Merci beaucoup, Maya, merci beaucoup, Violaine. Je vous invite à continuer autour d'une verrée et de pouvoir aussi proposer des dédicaces, si jamais, à nos auteurs. Et je vous retrouve le vendredi 28 novembre à 19h, ici même, pour la dernière rencontre de l'écriture des lieux, intitulée « L'esprit de la montagne » avec l'auteur italien Matteo Righetto. Voilà, je vous remercie beaucoup, merci. Merci.